L'été est synonyme de multiples compétitions sportives. Alors, quoi de plus naturel que de chercher dans les mangas à retrouver le souffle épique des matchs en tout genre qui se tiennent à la belle saison? Et c'est pour cela que j'avais envie de vous proposer dans ce nouveau vendredi lecture, eh bien, des mangas en lien avec le sport. Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Vendredi Lecture. N'oubliez pas que vous pouvez accéder à nos anciennes vidéos Vendredi Lecture et chroniques manga plus détaillées via la playlist dédiée accessible depuis la barre de description. Donc aujourd'hui, je me suis inspiré de l'actualité, du fait qu'on va avoir cette succession Roland-Garros, l'Euro de foot, les Jeux Olympiques, évidemment aussi le Tour de France, pour vous concocter une sélection de mangas autour du sport et avec une grosse thématique autour des Jeux Olympiques, mais aussi on parlera évidemment de foot. Et donc j'avais envie de mettre à l'honneur, via cette thématique-là, des mangas qui sont autour d'une sorte d'activité, de l'activité physique, qui sont un genre tout particulier de manga au Japon. Il y a un grand nombre de shonen manga qui traitent justement de sport et il arrive que des mangaka qui connaissent le succès avec des mangas de sport soient en quelque sorte parmi les plus respectés. Il y a quelque chose de respectable à faire un manga de sport au Japon. C'est assez amusant d'ailleurs de voir parfois cette gradation qu'on retrouve retranscrite dans les témoignages de mangaka qui réalisent leurs œuvres au Japon. Donc aujourd'hui, on va commencer par une œuvre qui n'est en fait pas un shonen manga, mais qui est une œuvre un peu plus adulte, mais absolument incroyablement riche et délicieuse dans ce qu'elle en raconte. C'est la nouvelle œuvre de Mari Yamazaki qui s'appelle Olympia Kilos, qui est un titre qui a maintenant quelques années au Japon, qui est toujours en cours de parution, 4 tomes parus, qu'on a en France en fait depuis début 2021, qui surfe un petit peu sur le même thème que ce qui avait fait le succès de Mari Yamazaki. Si vous ne la connaissez pas, c'était elle qui avait signé Termae Romae, qui était une œuvre qui faisait le parallèle entre les onsen et les onsen japonais, donc les bains chauds japonais, et les thermes romains, avec un protagoniste qui, issu de la Rome antique, faisait des allers-retours au cours de ses séances dans les thermes, dans des onsen japonais, et se retrouvait du coup confronté à la manière dont, quelque part, notre société s'était approprié, s'était centré, avait ritualisé en fait le bain. Donc Termae Romae, manga qui est disponible en France et qui a fait l'objet aussi d'adaptations cinématographiques au Japon, une très bonne adaptation cinématographique d'ailleurs. Et donc ici, Mari Yamazaki revient avec le même sorte de parallèle entre la société antique et la société moderne, mais cette fois-ci les jeux à travers le sport, à travers l'olympisme sportif, avec non plus un parallèle entre la société japonaise moderne et la société romaine, mais cette fois-ci entre la société japonaise en 1964, alors que vont se tenir et se tiennent les Jeux Olympiques de Tokyo, les premiers Jeux Olympiques qui se tiennent au Japon après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, et parallèlement les événements qui se tiennent en Grèce 400 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est une œuvre dans laquelle on retrouve le charme de Mari Yamazaki dans le soin qu'elle porte à ses protagonistes, à ses dessins, parfois caricaturaux également, mais vraiment dans des scènes amusantes, dans la manière dont elles sont dépeintes. Dans cette série-là, le héros, Démétrios, est quelqu'un de très on va dire, naïf, renfermé, qui a beaucoup de sentiments à l'intérieur, mais qui ne sait pas les exprimer, et qui a comme activité professionnelle le fait de dessiner sur des poteries, et il dessine un petit peu à la manière dans mangaka, puisque par exemple ici son maître lui reproche en fait de dessiner des yeux beaucoup trop grands
et pas adapté, des yeux démesurément grands, des bras et des jambes filiformes. A-t-on déjà vu pareil humain? Mais dans le même temps, c'est quelqu'un qui, notamment, a une très bonne condition physique, adore aller plonger avec les dauphins. Et dans le premier tome, alors qu'un conflit se fait jour entre le village dans lequel il vit et un village aux alentours, il est proposé que le conflit se résolve par un acte sportif, une compétition sportive. Charge à Démétrios de trouver en quoi défier, dans quelle discipline défier le champion du village voisin. Démétrios ne supporte pas la pression en question, il va se réfugier dans une jarre, la tempête arrive, la foudre s'abat, et le voilà qui se retrouve projeté dans une habitation japonaise typique de 1964, avec un vieux monsieur, un professeur qui est capable de parler le grec antique et de communiquer avec Démétrios, et qui va l'emmener découvrir un petit peu la vie à Tokyo à ce moment-là, et eh bien les jeux qui se font jour, et la manière dont les Tokyoïtes s'approprient l'ambiance olympique, l'ambiance sportive pour organiser des fêtes, et notamment ce professeur qui prend sous son aile le jeune grec complètement décalé qui vient de 2400 ans auparavant, eh bien, lui montre notamment une course qui fonctionne bien, la course à la cuillère. Démétrios trouve ça incroyable de voir l'effervescence, la bonne humeur, le fait que les gens rigolent autour de tout ça, et il vient au moment où il est rebascule dans sa Grèce antique. Le voilà qui va proposer une course similaire aux champions du coin. Voilà, je vous laisserai découvrir la suite de cette course et la manière dont ça se résout. Mais donc, il y a 4 chapitres en fait dans ce premier tome qui donnent l'occasion à chaque fois à Démétrios de faire des allers-retours non volontaires, puisqu'on n'est pas prédit le moment où est-ce qu'il rebascule dans le Tokyo de 1964, mais c'est vraiment l'occasion de voir d'autres moments, comme par exemple le rituel de la flamme olympique et la fête que représente le passage de cette flamme à travers le pays, en l'occurrence ici Tokyo, également tous les éléments un peu associés à ça, par exemple les danses traditionnelles et les bon odori, le fait que justement à ce moment-là, lors du passage de la flamme qui a lieu du coup durant l'été, eh bien en même temps il y a les fameuses fêtes qui ont lieu aux alentours du 15 août et qui sont là pour célébrer l'esprit des personnes décédées, l'esprit des anciens. Donc il découvre cette ambiance-là et il va aussi la ramener en quelque sorte dans sa Grèce antique. Et enfin, le dernier lot de chapitres est focalisé pour ce premier tome sur le marathon, et notamment un marathonien japonais que Mari Yamazaki semble en fait que souhaite mettre en avant Mari Yamazaki par sa trajectoire. Donc c'est un marathonien japonais qui a fini avec une médaille de bronze, qui était porteur d'énormément d'espoir pour le Japon, qui était vraiment le Japon d'après-guerre, qui a vécu une difficile reconstruction et une difficile affirmation de soi à ce moment-là. Et elle explique combien en fait ce marathonien a donné de l'espoir en fait à cette population. En fait, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est non seulement l'humour et eh bien la richesse qu'il y a à comparer la Grèce de 400 ans avant Jésus-Christ avec le Tokyo de 1964, mais aussi en fait toute la portée symbolique que ça la revêt en termes de valeurs sportives. Ce que Mari Yamazaki décrit aussi assez longuement dans des notes d'intention que j'ai trouvées assez passionnantes. Il y a 6 pages de notes d'intention à la fin où elle revient à la fois sur des explications sur eh bien, sa démarche artistique, que sur la manière dont les Jeux Olympiques étaient perçus dans la Grèce antique, le rôle des vases,
dans cette Grèce antique et ce que ces représentations-là ont. Elle explique aussi combien eh bien, le héros en fait est vraiment une projection d'elle-même. Elle explique que ce choix d'avoir pris un peintre sur céramique qui est un athlète, qui est en fait un otaku qui a une passion maladive pour son métier, vient vraiment de cette volonté de ce parallèle entre elle et son personnage. Et dans le même temps, elle s'interroge en fait sur les valeurs qui sont associées au sport et la manière dont finalement quelque chose qui est là pour, on va dire, le bien-être personnel, mais aussi eh bien, son propre développement, oui, la confiance qu'on peut trouver dans la pratique sportive peut parfois être dévoyée par des pressions qu'elle évoque ici comme étant les pressions capitalistes à travers justement le cas de cet athlète japonais qui a eu la médaille de bronze en 1964 au marathon, donc Kokichi Tsuburuya, qui a réussi à avoir cette médaille de bronze, mais sur lequel en fait on a fait peser une pression bien trop importante vis-à-vis des Jeux Olympiques suivants pour lesquels eh bien, les gens autour de lui espéraient qu'il obtienne la médaille d'or, pression qui l'a conduit à être complètement broyé dans les pratiques contradictoires du sport, celle du sport comme moyen d'expression et celle du sport comme métaphore de la guerre, comme représentation du... Il faut toujours être devant, être au premier, avec quelque part un dévoiement capitaliste, comme elle le décrit. C'est vraiment une œuvre étonnante, parce qu'elle est à la fois humoristique, elle enrichit énormément à la lecture, et eh bien, elle est vraiment très très adaptée. Je trouve que c'est vraiment un titre qui incite à la fois à se questionner sur les valeurs sportives, ou plutôt les valeurs qu'on attache au sport moderne, qu'on voit passer à la télévision et dans tous les grands médias, et tout ce que finalement ça peut avoir comme biais derrière par rapport aux valeurs que du coup le sport pouvait revêtir à une certaine époque, notamment dans cette Grèce antique, sans pour autant sublimer ce qui se passait à ce moment-là. Elle est lucide par rapport à eh bien, l'Antiquité. On voit que c'est une autrice qui a appris énormément, qui se documente énormément pour ses réalisations. Et ici, en fait, on a une très belle œuvre. Donc plusieurs tomes parus désormais en France, 4 tomes parus au Japon, une adaptation animée qui n'est pas une adaptation animée digne de ce nom, en fait c'est vu plutôt comme un supplément à l'œuvre originelle. N'attendez pas, si vous allez voir Olympia Klaus en animé, d'avoir en fait une adaptation fidèle du manga, puisque c'est pas véritablement le cas, c'est des petits épisodes. Et pour tout vous dire, j'ai pas véritablement apprécié, qui m'avait détourné d'aller lire le manga, ce qui était une erreur. Là, ce premier tome est vraiment une pépite. Donc, sur ce titre-là, Olympia Klaus, je vous recommande le titre original, du coup, le manga de Mai Yamazaki. C'est vraiment une œuvre qu'on referme en ayant passé un bon moment, en ayant éventuellement rigolé, en s'étant enrichi, en ayant réfléchi. Vraiment une belle œuvre. Je voulais faire une petite incartade par rapport à la thématique sportive, juste pour évoquer que sur cette thématique des Jeux Olympiques de 1964, il y a une autre œuvre qui est plus centrée sur l'ambiance du Japon de 1964, ce que ça pouvait représenter, et qui peut être un bon complément quand on a lu du coup Olympia Klaus. Et cette œuvre-là, c'est Asadola, dont le 4e tome est paru en France ce printemps 2021. Asadola, qui est une œuvre de Naoki Urasawa, bien connu pour 20th Century Boys, Monster, et qui essaye de d'écrire ici, à travers un récit un peu à la fois avec une petite pointe de fantastique, mais surtout une grosse volonté de dépeindre l'ambiance à Tokyo, juste avant et pendant les Jeux Olympiques, avec des événements qui d'un coup perturbent
eh bien, tout ce qu'il y a autour des Jeux Olympiques, puisque potentiellement, en fait, des événements surnaturels seraient susceptibles de venir perturber en fait la bonne tenue des événements. Mais plus que ça, en fait, Asadola, c'est pas tant la trame narrative et cette question-là qui est intéressante, mais c'est vraiment les personnages. C'est le personnage d'Asa, qui est donc une fille issue d'une famille nombreuse, qui a vu une partie de sa famille disparaître au moment d'une catastrophe, d'un cyclone. Est-ce vraiment un cyclone? Là est la question d'une tempête au niveau de Nagoya en 1959, ce qui était décrit dans les tomes 1 et tome 2, et là on est dans le tome 3 et tome 4 en 1964. Donc c'est vraiment plutôt la galerie de personnages. C'est vraiment ces personnages qui ont vécu, pour certains, la Deuxième Guerre mondiale, qui cherchent à aller au-delà des traumatismes qu'ils peuvent avoir associés à cette période. Le Japon de la reconstruction, qui est encore un Japon très centré sur lui-même et qui découvre finalement à travers les JO une ouverture à la fois sportive, mais parfois culturelle, avec par exemple l'influence qu'ont les Beatles, qui est décrite dans le tome 3. Donc bref, beaucoup de choses. C'est vraiment un excellent titre complémentaire. C'est pas véritablement du sport, mais c'est vraiment sur l'ambiance, donc je peux que le recommander. Et pour revenir à cette thématique sportive que je vous proposais d'explorer, on parle beaucoup des Jeux Olympiques, moins souvent des Jeux Paralympiques, mais c'est ce que tente de faire avec talent la série Running Girl, qui est une série en 3 tomes. Et Running Girl focalise en fait sur une protagoniste, Lynn, qui a été victime d'un sarcome osseux et qui de fait a dû être amputée d'une jambe. Au début du premier tome, eh bien, elle vit mal, même si un an s'est écoulé depuis son opération, elle n'arrive pas à reprendre le dessus, elle est encore beaucoup dans le regret de tout ce à quoi elle a dû renoncer, jusqu'au jour où en fait les gens qui sont autour d'elle, les éducateurs, l'emmènent dans un centre sportif où beaucoup d'athlètes handisport s'exercent, et là elle voit par exemple une course où les athlètes sont équipés de lames, donc ont vraiment cette capacité à s'investir dans une compétition sportive, à donner le meilleur d'eux-mêmes, voire à aller au-delà. Et en fait, dans Running Girl, on suit de manière parallèle le parcours de Rin, qui va chercher à être toujours meilleure dans l'exercice sportif dans lequel elle veut désormais s'investir, et puis parallèlement la personne qui est celle qui design les lames, qui passe énormément de temps à concevoir ces modèles de technologie qui permettent justement aux personnes qui ont un handicap de pouvoir s'élancer ainsi dans des courses, avec ici pour le protagoniste, donc le protagoniste masculin qui travaille vraiment sans arrêt sur la production de lames, eh bien, cette volonté, ce défi de faire en sorte que eh bien, des athlètes qui sont équipés de ces fameuses lames puissent eh bien, aller et même plus vite que des sportifs sans aucun handicap. Donc c'est vraiment un titre dont peut-être le premier chapitre peut être difficile à lire parce que Lynn est vraiment à ce moment-là encore très centrée sur eh bien, les regrets, la difficulté, mais qui va vite aller de l'avant, qui connaîtra malgré tout des difficultés, mais il y a une forme à la fois d'aller au-delà de tout cela, trouver un nouveau sens à sa vie. Il y a énormément de choses très intéressantes sur justement la manière dont le handisport se constitue, la manière dont finalement la prise de conscience que cela revêt dans les catégories, dans le défi qu'il y a pour chacune de ces personnes d'exercer un sport. Et on en revient véritablement en fait aux valeurs du sport
tels qu'on a pu les évoquer tout à l'heure avec le premier titre, Olympia Kyklos, j'ai trouvé du coup que c'était un titre qui méritait vraiment d'être lu, sans doute par un large public de jeunes, vraiment très accessible, très documenté. La mangaka Narumi Shigematsu explique et montre toutes les personnes qui lui ont fourni de la documentation et qui lui ont permis de mieux comprendre comment fonctionnait tout cet univers-là. C'est très bien dessiné, très bien représenté, donc vraiment un titre très encourageant, dont on apprend beaucoup de choses en le lisant et que je ne pouvais donc que recommander. On va passer à un autre sport, et cette fois-ci un sport très rarement représenté en manga, qui est dans le manga En Garde, chez Pika, qui est sur l'escrime. Clairement, l'escrime, si c'est un sport populaire en France, ou en tout cas dans lequel la France s'est de nombreuses fois distinguée dans les compétitions olympiques, c'est moins le cas au Japon, qui est sur d'autres sports, qui est spécialisé sur d'autres sports. Mais là, ce manga-là va nous faire découvrir, du coup, une héroïne qui est un petit peu une sorte de voyou, en tout cas, qui a un caractère bien trempé, et qui, alors qu'elle se promène dans les couloirs de son lycée, tombe un jour dans le gymnase. Elle voit quelqu'un qui s'exerce en escrime. Ça lui rappelle des choses, une sorte de réminiscence du passé, sans trop savoir ce qu'il en est, mais elle explique bien qu'elle en a la chair de poule, et dans les chapitres suivants, elle va être amenée à découvrir de quoi il retourne. Elle se prend au jeu de ce sport qu'est l'escrime, et même si elle n'en connaît rien, elle va décider de rejoindre eh bien, le club qui est constitué à ce moment-là seulement de 2 personnes, une fille, un garçon, et elle va se retrouver avec ce défi de s'investir dans ce sport, de comprendre les règles et aussi eh bien, de faire en sorte que son club puisse continuer d'exister. Et pour ça, il faut d'abord que ce club-là remporte un tournoi régional. Voilà quel est le pitch initial de l'histoire, avec des personnages qui sont attachants, notamment eh bien, l'héroïne, mais encore plus celle qui est la présidente du club d'escrime, qui semble être particulièrement douée, mais qui, d'évidence, cache son secret, puisque finalement, elle semble avoir dit à toutes les personnes qui appartenaient à ce club qu'elle n'était pas assez forte, et c'est pour ça que dans le club, il ne reste plus que 2 personnes. Mais donc, on a vraiment un titre qui prend à cœur d'écrire à la fois eh bien, des scènes d'escrime assez bien documentées, bien représentées visuellement, et donc aussi d'expliquer les règles et les différences entre chacune de ces pratiques qu'il y a entre, par exemple, le fleuret, l'escrime, l'épée, pardon, le fleuret, le sabre, ce qui est représenté ici dans cette case-là, où il y a une description ici des différents types. Donc, qu'il n'y a que dans la discipline du sabre qu'on a le droit d'utiliser le tranchant. Le fleuret est le plus généralisé au Japon et l'épée est le plus répandu mondialement. On ne peut utiliser que la fente. Donc, c'est un titre en 3 tomes, mais qui est vraiment étonnant, plein d'énergie autour de l'escrime, qui a le mérite voilà, de donner plus d'informations sur les principes de ce sport-là, avec des personnages qui sont attachants. C'est très bien dessiné. C'était publié dans Comic New Type au Japon. Et donc, vraiment, on se prend au jeu de cette œuvre et on a vite envie d'en savoir plus. J'ai trouvé que c'était un bon pari, en fait, que de sortir un manga sur l'escrime. Et donc, je suis fan. Je suis d'autant plus fan que, sans jamais avoir pratiqué aucun de ces sports-là, j'avoue que dès la diffusion des Jeux Olympiques à la télévision que je regardais dans les années 90, l'escrime m'attirait, les compétitions en question, parce que ça avait un petit côté
les Trois Mousquetaires, d'Artagnan et compagnie, et que sans forcément toujours comprendre de quoi il retournait, c'était à la fois un sport avec beaucoup de pression et de dynamisme, et donc c'est chouette de voir ce sport-là mis à l'honneur dans En Garde. Donc 3 tomes, un tome paru, le deuxième tome sort en juin en France, et donc on sait déjà que la série est terminée au Japon, donc on aura une série courte, ce qui est plutôt, là en l'occurrence pour des titres sportifs. Bon, ici, sur l'épée, on peut comprendre que ça va permettre d'aboutir assez vite à une résolution. Il y a d'autres titres sportifs qui sont parfois au long cours, et ça va être le cas du dernier titre dont je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo. C'est Captain Tsubasa, évidemment. D'ailleurs, j'ai mis un t-shirt dédié au manga de Captain Tsubasa. Donc, Captain Tsubasa, dont le manga original donc, de Yoichi Takahashi a été publié au départ, j'ai lu manga en France, puis chez Glénat. Et donc, Nobi Nobi sort depuis le début de l'année les animés comics de Captain Tsubasa. Le principe d'un animé comics, c'est de partir d'une œuvre en forme de dessin animé et de l'adapter sous format manga avec des captures d'écran, des scènes représentatives de l'animé, alors que traditionnellement, le chemin, c'est plutôt un manga noir et blanc qui est l'œuvre originale et qui ensuite est adapté en animé. Donc là, pour Captain Tsubasa, il se trouve qu'en 2018, il y a eu un nouvel animé qui était un reboot du manga qui date des années 80, de la série animée de la fin des années 80. Donc ici, on avait eu un titre, une réalisation qui était beaucoup plus récente. Donc, il n'y a pas eu d'anime comics au Japon sur ces titres-là, mais Nobi Nobi a eu l'idée de s'investir dans la production d'anime comics sur cette série animée, et c'est plutôt bien vu pour faire découvrir à un nouveau public cette œuvre culte qu'est Captain Tsubasa. Alors, pourquoi je dis que c'est bien vu à plusieurs titres? Déjà, le manga de Captain Tsubasa est en manga au long cours, plus de 30 tomes, pour la série initiale, et donc c'est peut-être aussi un manga qui au niveau graphique peut parfois être un peu daté, là où eh bien, évidemment quand on a un animé qui date eh bien, de la fin des années 2010, au niveau graphique c'est beaucoup plus moderne, peut-être attirant, et les personnes qui auront vu par exemple à la télévision l'animé auront peut-être envie, les jeunes auront envie de découvrir le manga, d'en savoir plus. Et là, en l'occurrence, c'est en 7 tomes, tous les 50 épisodes de l'animé qui sont résumés. Donc les 7 tomes ne sont pas encore parus. Là, par exemple, on a les 4 premiers tomes qui sont parus. Les 4 premiers tomes balayent tout l'arc initial de Captain Tsubasa. Donc par arc initial, j'entends quand Tsubasa est à l'école primaire. Donc le 4e tome termine du coup les moments les plus notable entre Tsubasa et l'équipe de Maewa, donc l'affrontement entre, pour ceux qui connaissaient les noms français, entre Olivier Hatton et puis Mark Landers. Donc dans ce manga-là, on a les noms japonais qui sont utilisés, donc les fans de l'œuvre originale pourront s'y retrouver. Et puis on a vraiment une représentation de toutes les scènes épiques à travers eh bien, une synthèse bien menée de cet animé, et donc de cette œuvre culte qu'est Captain Tsubasa. Donc j'ai apprécié de redécouvrir finalement l'animé, l'histoire à travers cette version 2021 en animé comics, et qui bénéficie surtout, en fait, pour moi, la plus-value, c'est la qualité des décors, notamment dans le premier tome, puisque on se retrouve projeté vraiment dans la ville
dans laquelle vit Tsubasa avec le mont Fuji en fond. Il y a vraiment un soin additionnel apporté au décor que je trouvais particulièrement appréciable dans cette nouvelle version. Alors ici, forcément, comme j'utilise un peu l'écran vert, vous ne verrez pas tout. Donc je vous encourage à aller découvrir l'animé comics de Captain Tsubasa. C'est tout en couleur, c'est facilement accessible, donc c'est pour tout âge. Et donc, on peut s'investir, par exemple, rien que dans les 4 premiers tomes, vous avez une histoire complète, vraiment large, qui couvre tout l'arc où Tsubasa est à l'école primaire. Et enfin, pour finir, je voulais évoquer sur justement Captain Tsubasa une autobiographie de l'auteur qui est vraiment passionnante, que j'ai lue l'été dernier, qui est donc Captain Tsubasa, comment j'ai créé Captain Tsubasa, donc par Yoichi Takahashi, l'auteur original, qui revient dans ce titre qui est publié chez Omake Manga sur tout son processus créatif. Donc c'est vraiment du coup une autobiographie complète. C'est passionnant parce que c'est vraiment le témoignage, on va dire, à l'intérieur, vécu par le principal protagoniste, donc là le créateur de Captain Tsubasa, de à la fois comment on crée une œuvre aussi culte que Captain Tsubasa, mais aussi quels sont les rouages derrière la prépublication et la publication de mangas populaires au Japon. Et aussi, on retrouve les origines, c'est-à-dire comment l'auteur en est venu à dessiner un manga de foot. Donc, notamment, il explique qu'enfant, c'était pas le foot qui l'intéressait. Au Japon, le football n'était pas si connu. Dans les années 80 même, il explique très bien que finalement, la plupart des enfants japonais ne connaissaient pas véritablement les règles du football, mais que pour lui, pour Yoichi Takahashi, il a vraiment pris conscience de l'importance du football avec la Coupe du Monde de 1978. Et c'est en repensant justement à l'effervescence qu'était la Coupe du Monde 1978 qu'il a eu l'idée, en 1980, de proposer un premier one-shot sur le foot qui fut couronné de succès et donc pour lequel on lui a demandé ensuite de créer une série complète. La préparation des premiers chapitres de cette série lui ont demandé 1 an. Après, il était prépublié dans le fameux magazine de publication de manga, le Weekly Shonen Jump, hebdomadaire, avec la pression toujours du sondage des lecteurs et le coup près que représentait le fait de véritablement marquer, d'inscrire son histoire dans la durée et de suffisamment susciter l'envie chez les lecteurs. C'est vraiment ultra passionnant et par ailleurs, à la fois l'autobiographie est complétée de dessins de l'auteur qui nous permettent en pleine page de redécouvrir des moments emblématiques du manga. Donc c'est souvent les pages de chapitres qui étaient en couleur faites au moment de la prépublication. Bref, c'est un très bel ouvrage pour quiconque s'intéresse soit au milieu du manga et à la manière dont les mangaka phares comme Yoichi Takahashi et d'autres ont pu imposer une œuvre avec tout ce que ça représente comme défi personnel mais aussi comme difficulté. Il ne tait pas les difficultés, Yoichi Takahashi, dans cette autobiographie, mais aussi, eh bien, du coup, ça peut intéresser tous ceux qui ont vu Captain Tsubasa, soit en manga, soit en animé, pour en savoir plus sur la genèse de cette histoire, sur quel est le personnage qui a inspiré Yoichi Takahashi pour créer Tsubasa Aozola. Pourquoi ce nom de Tsubasa? Est-ce que Tsubasa Aozola s'appelait vraiment Tsubasa Aozola dans la toute première version? Spoiler, non. Donc vraiment plein de choses passionnantes à lire et à découvrir. Donc un très bon complément à tout ce qu'on peut voir à propos de Captain Tsubasa et croire connaître. Et là ici, aller plus dans le détail. Voilà. Parce que derrière les personnes qui créent des contenus autour du sport dans les mangas, il y a des auteurs dont finalement on connaît peu de choses la plupart du temps, et donc ça mérite vraiment d'aller savoir plus sur tous ces auteurs-là. Donc vous l'aurez compris, des titres vraiment variés aujourd'hui, à la fois autour des valeurs sportives,
du sport paralympique, de sport un peu moins représenté d'habitude en manga ou en animé, et puis évidemment du foot cette saison avec le début de l'Euro 2021. Voilà, j'espère que cette vidéo du coup thématique autour des mangas de sport vous aura intéressé, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Ah, j'ai oublié de dire, si vous vous demandez où j'étais, en l'occurrence virtuellement aujourd'hui, c'est eh bien dans un des stades panathéiques d'Athènes qu'on a eu l'occasion d'aller visiter avec Rosalis, avec Kaivan et toute sa famille en 2018. C'était une expérience, c'était aussi l'occasion de revoir un petit peu le cadre de, eh bien, on va dire, revenir aux racines du sport olympique tel qu'il était. Il a été ressuscité par la Grèce eh bien, à la fin du 19e siècle, début du 20e.